Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Alors, on continue notre débat. On a la chance toute cette journée de parler avec les maires de grandes villes de France de l'urgence écologique et des changements qui sont à l'œuvre, avec également des représentants du monde de l'entreprise, parce que ce qu'on a dit, si vous nous suivez depuis ce matin, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas un seul acteur. Et ce n'est pas chacun dans son coin qui va résoudre le problème du réchauffement climatique. On a vu l'échec de la COP26. C'est évidemment une action coordonnée, transversale de tout le monde. Il va falloir tous s'y mettre. Alors, pour parler de l'urgence climatique, qui est aussi, on en parlait tout à l'heure, une urgence sociale, le maire de Lyon qui était présent, Grégory Doucet, disait qu'il avait fait une déclaration d'état d'urgence climatique. On va parler de ce sujet et de l'accompagnement, notamment des citoyens dans ces changements, avec Martine Vassal, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et la présidente du département des Bouches-du-Rhône, qui est avec nous. Bonjour Martine Vassal. Bonjour. Nicolas Maillère-Rossignol, qui est le maire de Rouen et le président de la métropole de Rouen, qui nous parleront donc de leurs expériences locales. Nous avons également avec nous Lydie Sartour-Millac, qui est directrice du pôle projet et solutions d'Enedis. Bonjour. Bonjour. Morgane Nicole, qui est directrice du programme territoire de I4CE, on dit, vous expliquerez, qui est un think tank spécialisé sur les sujets de climat. Et enfin, Philippe Portier, syndicaliste, secrétaire national de la CFDT, et qui nous parlera notamment sur cette question de l'urgence sociale, du pacte du pouvoir de vivre. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être on va commencer avec vous, Martine Vassal. Merci d'être là. Comment est-ce que vous abordez cette question sur une métropole, un territoire dont il est connu? Marseille est une des villes les plus pauvres de France. Il y a un plan Marseille en grand qui vient d'être décidé, qui apporte un peu d'argent, un peu de moyens. Comment est-ce qu'on peut accompagner la transition écologique et dans quel domaine? Quelles sont les priorités d'action entre les mobilités, on l'a vu, mais également la rénovation des logements que vous allez pouvoir et devoir mettre en œuvre? Bien, sur cette thématique, nous constatons qu'il y a effectivement une urgence. Cette urgence, on ne l'a pas découverte hier matin, on le sait depuis un long moment. Malheureusement, cette urgence, elle est là, elle existe. Elle s'amplifie de plus en plus, puisqu'on voit qu'au niveau des changements climatiques, les choses s'accélèrent. Nous ne sommes plus les seules régions où il y a des incendies. Les incendies se font dans la France entière. Les inondations sont nombreuses. Donc nous avons, nous, un territoire qui a tous les risques, sauf celui d'avalanche. Mais donc nous sommes vraiment confrontés au niveau du littoral, mais aussi au niveau de l'arrière-pays, à des problématiques environnementales. Donc moi, j'ai eu l'honneur de présider le département depuis 2015, et nous avons depuis 2018 la métropole, Aix-Marseille-Provence, et nous avons fait un plan environnemental pour essayer d'accompagner, essayer de répondre. Je crois qu'aujourd'hui, la crise, en plus, a accéléré un petit peu ces problématiques. Elle a accéléré aussi le fait que bien de plus en plus de personnes se sentent un peu éloignées aussi. Et lorsque on voit, vous le disiez, ce qui s'est passé dans la COP26, on a tous été extrêmement déçus. Mais cela ne nous a pas démotivés sur notre volonté d'avancer sur nos territoires pour faire des choses qui nous permettront de laisser la planète mieux que ce que nous l'avons trouvé quand nous sommes venus sur Terre. C'est compliqué. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, nous avons une ville-centre sur 2 millions d'habitants sur ce département qui fait 860 000 personnes, où nous avons des quartiers qui sont dans une extrême pauvreté et qui sont liés, c'est entremêlé avec le centre-ville. Donc on a une difficulté, c'est de faire comprendre à la totalité des habitants que c'est un problème de chacun. Et chacun peut faire attention, chacun peut préserver l'environnement par des gestes citoyens, par, vous le disiez, des développements au niveau des transports. Donc là, on va mettre un coup d'accélérateur sur nos transports, on en avait bien besoin depuis très longtemps, mais également dans tout ce qui est tri. Donc nous travaillons avec la totalité des habitants, avec des éco-ambassadeurs, pour expliquer tout cela, pour que ça vienne dans une certaine logique et d'un certain automatisme. Et aujourd'hui, il faut se retourner vers des personnes qui n'ont pas comme préoccupation première l'environnement, ont comme préoccupation première de boucler leur fin de mois
et de ne pas avoir l'électricité qui est coupée et de ne pas avoir l'eau qui est coupée. Donc c'est là où nous devons être, nous, en avance sur les propositions que nous faisons sur des fonds de solidarité. On a fait des accords avec EDF également sur les non-coupures. Nous avons mis en place également des rétributions par points sur des bornes dans lesquelles vous pouvez trier. Donc nous avons une vraie action au niveau département, au niveau métropole et au niveau collectivité territoriale pour sensibiliser la totalité des personnes. Je pense que ce que nous essayons d'expliquer, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des difficultés, certaines difficultés sociales, certaines difficultés financières, qu'on ne peut pas faire attention à notre planète. Mais nous devons, nous, institutions, mettre en place ces dispositifs. En tout cas, si la COP26 ne l'a pas fait, nous le faisons au niveau territorial et nous le faisons au niveau local parce que nous sommes persuadés que nous pouvons y arriver en sensibilisant les uns et les autres à tout ce qui est la préservation de notre magnifique patrimoine. Alors, prenons un cas de concret, c'est la question de la ZFE, par exemple, zone à faible émission. Dans un territoire, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres endroits en France, dans un territoire où effectivement les gens ont peu de moyens, leur dire vous n'allez plus pouvoir rentrer dans telle ou telle zone à partir de telle date, ça ne va pas forcément bien se passer. Comment vous agissez pour les aider à s'équiper de voitures électrifiées ou électriques à faible émission? Est-ce que vous avez mis en place des aides pour accompagner les gens? Alors oui, tout à fait, nous avons mis en place des aides. Donc la zone à faible émission de gaz à effet de serre a été mise en place il n'y a pas tellement longtemps. La difficulté, c'est que le législateur ne nous avait pas donné tous les moyens pour pouvoir gérer ces zones-là. Donc la concertation devait être faite par la commune, la zone est mise en place par la métropole, les moyens de contrôle, aujourd'hui, c'est la commune qui les a. Donc ça, il faudrait, avant de nous donner des critères en nous disant l'année prochaine, on arrête les vignettes numéro 5, numéro 4, peut-être nous laisser un petit peu de temps pour que nous puissions, avec la totalité des habitants, pouvoir faire comprendre l'utilité d'une ZFE. Et c'est là la difficulté. Je pense que c'est la problématique de l'environnement dans sa généralité. Si on explique aux personnes l'importance de pouvoir se déplacer et de pouvoir mieux respirer, je pense qu'on peut y arriver. Après, effectivement, il y a des difficultés. Donc, nous avons mis en place depuis 3 ans des aides complémentaires à celles de l'État sur l'achat de véhicules électriques. Mais nous nous sommes aperçus aussi que ce n'était pas obligatoirement les personnes qui étaient dans des quartiers les plus pauvres qui achetaient ces voitures, ces véhicules. Donc aujourd'hui, cette démarche, elle n'est pas aussi évidente. En 3 ans, on met 5 000 € sur des véhicules avec bien sûr une limite sur le prix d'achat du véhicule, et ça je vais y revenir. Et derrière, on a 20 000 sur le département, on a 20 000 de véhicules électriques. Je crois qu'on est le premier département de France. Et grâce à cette prime, il y en a eu 11 475 exactement aujourd'hui. Donc ça a vraiment eu un impact. Idem pour les vélos, c'est ce que nous avons fait. Donc on est à plus de 20 000 vélos qui ont été faits. Pour les pistes cyclables qui n'étaient pas à la mode il y a quelques années, mais que nous développons de manière importante. Donc tout ça, c'est un état d'esprit que nous voulons changer et nous voulons être pédagogues. Donc nous allons commencer la concertation pour la ZFE, mais derrière la difficulté, c'est que tout le monde attend le dernier moment. Et c'est là où il faut qu'on arrive à être très pédagogue. Parce que, par exemple, pour les entreprises, pour les commerçants, ils ont acheté leur véhicule, ils l'amortissent sur 5 ans, donc en se disant, la ZFE, peut-être que ça arrivera un jour, mais là, ça arrive l'année prochaine. Donc si vous avez acheté votre véhicule il y a 2 ans, mais il n'est pas amorti, vous êtes bien embêté. Donc il faut aussi avoir cet esprit de pédagogie qui est fondamental aujourd'hui et qui nous manque, je pense, qui nous manque énormément sur notre territoire. Nous avons mis en place également des bornes pour l'accès. Et puis, juste une petite parenthèse sur l'achat du véhicule électrique. Moi, c'est la première fois, je regardais un petit peu en 3 ans l'évolution, c'est la première fois que je vois que les véhicules électriques sont de plus en plus chers. Alors, j'espère que ce n'est pas à cause des aides. Ça ne va pas s'arranger, en plus. Oui, ça ne va pas s'arranger. Avec les pénuries de composants. Bien sûr, mais quand vous achetez une voiture simple
à 25 000 euros, je pense que le prix de base avec les aides, n'est pas accessible à une majorité de personnes. Donc ça pose un vrai problème de déplacement. Donc nous nous basons beaucoup aussi sur le transport en commun, et développer notre territoire pour que le transport en commun puisse être aussi un palliatif pour éviter d'utiliser la voiture. Merci beaucoup, Martine Vassal. Nicolas Maillère-Rossignol, vous êtes confronté, vous aussi, un peu à ce type de problématique. Pas forcément exactement les mêmes que celles de Marseille, mais néanmoins, les solutions qu'on voit effectivement, que ce soit dans les mobilités ou dans le logement, et dans, je dirais, les règles aussi d'urbanisme, font qu'on est à l'aube de changements importants au travers de cet objectif bas carbone. Comment est-ce que vous pensez pouvoir accompagner vos concitoyens? Et vous me disiez que vous ne raisonniez pas seulement à l'échelle de Rouen ou de la métropole, mais à l'échelle du bassin de vie, parce que finalement, c'est la réalité de ce qui se passe, et ça s'est sans doute renforcé avec le Covid. Oui, absolument. Merci pour votre invitation. Bon, comme le temps est limité, je vais essayer de donner quelques messages les plus simples et les plus clairs possibles. D'abord, et le thème de cette table ronde est extrêmement important. Faire une transition juste, ça ne peut pas être juste une transition. En d'autres termes, et d'ailleurs dès le départ dans la définition du développement durable, il y a une dimension sociale, sociétale, de cohésion sociale. Je dois dire, et sans flagornerie, on ne se connaît pas, que je suis très heureux que pour une fois, on ait une table ronde avec des syndicalistes, avec des représentants du corps social, parce que raconter qu'on fera la transition d'une façon inclusive, en ayant autour de la table que des élus comme moi et des dirigeants d'entreprise, dans une très belle salle à Paris, je pense qu'il y a une toute petite discordance entre la forme et le fond. Donc c'est une très bonne chose. Ensuite, dire que, on l'a bien vu, avec évidemment le phénomène des gilets jaunes et beaucoup d'autres phénomènes de ce type-là, la distorsion, vous parliez du bassin de vie, elle ne se fait pas uniquement à l'échelle locale. Bon, je suis maire de Rouen, président de la métropole Rouen-Normandie. Je voudrais juste dire que cette distorsion et cette accentuation des inégalités, on la retrouve à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre en tête, mais des spécialistes vous le diront, 30%, 40% des réfugiés sont des réfugiés climatiques. Et je l'ai vécu à titre professionnel. Bon, donc on n'est pas dans quelque chose de seulement occidental ou européen. Et ça c'est un point très important, si on veut effectivement avoir une transition juste, d'abord je pense qu'il faut qu'on dise la vérité. La vérité, elle est mathématique. Moins 55% d'ici 2030. Moins de 55% d'ici 2030 sur la production de gaz à effet de serre. On est en 2022 quasiment. Ça veut dire 8 ans. 55%, 8 ans, ça veut dire 7%, à peu près à la grosse, hein, par an. Par an. Alors soit on est tous hypocrites ici, et en fait on a pris un engagement dont on sait tous très bien qu'en 2029 on dira bah, finalement non, on n'y arrive pas. Soit, il faut le dire dès maintenant, d'abord nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire, on l'a bien vu avec Glasgow qui était non seulement une mascarade mais un fiasco, et puis il faut le dire à tout le monde tout de suite, c'est-à-dire que ça impose par l'intensité du phénomène, on n'est pas à l'aube, hein, on y est déjà dedans, qui est à l'œuvre, et par la temporalité qui est extrêmement courte, malheureusement, mais c'est comme ça, des changements radicaux. Donc l'inclusivité dans nos politiques, elle doit être encore plus forte. Troisième point qu'on ne dit pas assez, l'exemplarité. Comment vous voulez demander aux plus modestes de changer leur comportement si les plus privilégiés ne montrent pas l'exemple? Si la France est condamnée pour son inaction contre le changement climatique, comment vous allez demander aux ouvriers de la raffinerie Petroplus qui a fermé, ou du site de Lubrizol, dont plus personne ne veut à Rouen parce qu'il a pollué tout le monde, qu'il faut qu'ils changent de métier, alors que ça fait 40 ans qu'ils bossent dans la même boîte, qu'ils n'ont pas eu une formation, qu'ils ont leur crédit auto, qu'ils habitent très loin hors de la ZFE, qu'ils n'ont pas droit aux aides de la métropole? Comment vous faites? Oui, donc cette exemplarité-là, elle est absolument majeure. Alors comment on fait? Eh bien, j'arrive au point d'après. D'abord, il faut dire la vérité, être exemplaire au niveau national, au niveau européen. De ce point de vue-là, c'est intéressant parce que, vous avez vu, on a beaucoup parlé du Green Deal et tant mieux, c'est une très bonne chose. Moi, je prétends que c'est peut-être aussi un levier pour qu'enfin l'Union européenne
et ce n'est pas une critique, se saisissent de la question sociale. Jusqu'à présent, la question sociale a plutôt été un parent pauvre des politiques européennes, parce qu'il y avait très peu d'intégration, ce n'était pas le premier pilier, etc., etc. La Commission européenne et l'Union européenne ont changé sur les politiques d'investissement, beaucoup plus tournées, on l'a vu avec la Banque européenne d'investissement, avec la Commission, sur l'investissement. Peut-être que c'est un levier, le levier vert, le levier de transition juste, pour avoir plus de prérogatives sur la transition socialement juste. Au niveau local, il faut des investissements beaucoup plus forts. Sur la ZFE, Strasbourg, juste pour changer les véhicules, 50 millions d'euros. Ici à Rouen, on est en train de le faire, comme Madame Vassal, on va avoir plusieurs dizaines de millions d'euros à mettre sur la table. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que juridiquement, sur la ZFE, nos aides, elles s'appliquent qu'aux personnes qui sont dans notre frontière administrative. Et là, on touche les limites de la théorie ou du paradigme qui consiste à dire tout va partir des villes, et pourtant c'est un maire qui vous dit ça. Et la frontière administrative, elle est limitante. Parce que les territoires qui sont périphériques, j'en viens à votre question, qui sont périphériques, ils ne sont pas dans le périmètre de la métropole. Et donc, pour des raisons purement juridiques, ils n'ont pas forcément accès à des dispositifs d'aide qu'on va mettre en place, nous, à l'intérieur de la métropole. Donc ça veut dire qu'il faut bien sûr ces aides internes, mais qu'il faut aussi qu'on ait un soutien national, européen, comme vous voulez, régalien en réalité, qui donne une péréquation, parce qu'on sait très bien que la dispersion géographique est souvent corrélée à la dispersion sociale. C'est clairement un sujet de politique publique, on va en parler. Alors vous saluez la présence de Philippe Portier, qui c'est plaisir de retrouver, on s'était vu à Nice, on s'était parlé en tout cas à Nice, là on se voit en vrai. On tient beaucoup nous à la tribune à ce qu'il y ait un équilibre effectivement et qu'on voit l'ensemble des parts. On ne peut pas inviter tout le monde bien sûr, mais on essaye d'avoir les parties prenantes de la société. Alors Philippe Portier, moi je reviens à cette question, au-delà de la présentation de ce pacte de pouvoir de vivre qui commence à être bien connu, est-ce que vous pensez, vous, là où vous êtes, que cette conciliation entre fin du monde et fin du mois, elle est possible? Est-ce qu'on s'en donne les moyens? Est-ce qu'on va au-devant? On a eu les gilets jaunes, de nouvelles crises sociales parce qu'on n'aurait pas anticipé des transitions qui vont avoir des impacts extrêmement importants et très rapides. Oui, déjà 2 mots sur le pacte de pouvoir de vivre, parce que c'est peut-être bien connu, mais tout le monde ne connaît pas. Donc c'est le regroupement d'une soixantaine d'organisations de la société civile, qui sont assez diverses en fait. Il y a des organisations syndicales salariées, bien sûr, il y a des ONG environnementales, il y a des associations qui travaillent pour lutter contre la pauvreté, qui travaillent pour le logement, pour la migration, enfin toute la mutualité, tout un tas de composantes de la société civile. L'objectif et l'idée étant de concilier transition écologique, justice sociale et démocratie. C'est ça le but. Alors pour répondre à votre question, non seulement on peut allier les deux, mais c'est indispensable. Si on ne fait pas rimer transition écologique et justice sociale, il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de transition tout simplement parce que ce sera inacceptable pour beaucoup de monde. Et donc, ce n'est pas un truc en plus auquel il faut prêter attention. C'est quelque chose qu'il faut intégrer dès le départ. Je suis d'accord avec vous, mais regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. On n'y prêtait pas une telle attention quand on a pris des mesures sous un précédent gouvernement pour voter la taxe carbone. L'État a pris l'argent, il ne s'est pas dit je vais la redistribuer. Ben oui, le problème est bien là. Donc est-ce qu'on a changé du coup de paradigme? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est passé quand même? Il y a eu le pacte du pouvoir de vivre est né après les Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, c'est aussi la problématique d'un État qui veut parler directement à ses citoyens en ignorant les corps intermédiaires. Et ça ne va pas, c'est pas possible, tout simplement parce que c'est comme ça qu'on construit des solutions. Nous, on construit des solutions, ce n'est pas des grandes théories, c'est des solutions qui parlent à chacun et aux citoyens. Et c'est pour ça qu'on a, au début du mois, on a publié 90 propositions. En fait, c'est quasiment un programme présidentiel. J'accepte les aspects géopolitiques et autres. Donc on présente un programme, mais pas de candidat. Il y en a, c'est un peu l'inverse, mais nous, voilà. Je ne donnerai pas de nom. et donc l'idée, c'est de proposer des choses qui sont à hauteur de femmes et d'hommes, et qui je ne sais pas si quand on écoute la campagne présidentielle, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous concernent dans notre vie de tous les jours qui ne sont pas du tout abordés, et pourtant qui sont
imminemment important. Le logement, par exemple, et surtout en France, ça prend une part dans le budget des ménages qui est considérable. Donc c'est avant tout là-dessus qu'il faut faire des efforts. Il faut qu'on arrive à repenser l'urbanisme. On parlait de zones de vie tout à l'heure. Il faut que les zones de vie et les zones d'emploi se rejoignent. Il faut que les salariés qui n'ont pas la chance de pouvoir télétravailler, ceux qu'on appelle ceux de la deuxième ligne, qu'on a très bien vu pendant la crise sanitaire, n'aient pas des heures à faire pour aller au travail. Et donc, il faut construire des logements sociaux, il faut construire des logements intermédiaires. Nous, on demande à ce qu'on puisse construire 150 000 logements sociaux par an. Il faut également aider l'accession sociale à la propriété. Ça me semble aussi un élément important. Et puis revenir sur une politique des aides pour le logement qui soit digne de ce nom. Sur la question des mobilités, on le voit bien en ce moment avec la crise sanitaire qui revient, la question du télétravail qui a changé un peu le rapport au travail aussi, à l'entreprise. Est-ce que vous pensez que vous ne l'aviez pas forcément imaginé au départ, mais ça peut être une solution, des changements de règles du jeu le télétravail... Que les gens n'aient pas besoin de prendre leur voiture, ils font des économies, ils travaillent chez eux. Le télétravail, ça peut être une bonne solution. Les salariés considèrent le télétravail souvent comme une bonne solution. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc aussi, il faut penser... Seulement 20% à peu près des actifs. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il faut penser à ceux qui ne le vivent pas bien. Et là, on peut, et ça concerne très directement les municipalités, organiser des tiers-lieux sur lesquels les riverains, ceux qui habitent à côté peuvent se retrouver pour travailler, pour éviter l'isolement, pour être dans de bonnes conditions de travail. Ça me semble important. Après, bien sûr que ça change les choses, ça change la donne. Regardez tous ceux qui ont fui la capitale suite à la crise sanitaire. Je ne sais plus combien c'est, mais je crois que c'est de l'ordre de 400 000 qui sont allés s'installer loin de Paris, plutôt à la campagne, tout simplement parce qu'avec l'opportunité du télétravail, ils peuvent concilier une vie dans un cadre plus bucolique, on va dire, et un travail qui soit intéressant. Alors, vous n'en avez pas parlé, on va continuer le tour de ça parce qu'il faut avancer, le temps passe. Mais dans ce pacte du pouvoir de vie, vous évoquez le logement, la part que ça représente dans les dépenses contraintes. Il y a une autre dépense importante, c'est l'énergie, l'électricité en particulier. Donc, avec Lydie Sartour-Roumillac, qui est directrice, donc je disais, projet solution chez Enedis, je voudrais qu'on dise quelques mots avec vous, madame, sur au moment où on voit effectivement, alors je ne sais pas si c'est durable ou temporaire, mais une forte hausse du prix de l'électricité et du gaz, quelles solutions on peut apporter effectivement, notamment, alors le gouvernement a pris des mesures d'urgence, mais quelles solutions plus durables à long terme on peut apporter, alors qu'on sait que l'énergie, compte tenu de tous les investissements qui vont être faits, coûtera plus cher. Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Est-ce que la sobriété énergétique, notamment, peut être une solution et comment accompagner la pédagogie pour ce qu'on appelait autrefois, moi quand j'étais jeune, la chasse au gaspillage, mais qui a été une façon de réagir au premier choc pétrolier. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre avec la transition écologique, c'est peut-être l'équivalent d'un choc pétrolier. Alors en effet, on voit bien l'augmentation des prix de l'énergie aujourd'hui, et c'est une vraie préoccupation, même si ce n'est pas Enedis qui fixe les prix, vous savez, c'est le régulateur ou les marchés de gros. Notamment, nous prenons notre part de responsabilité justement pour accompagner toutes sortes d'actions vers la sobriété énergétique, vers l'efficacité énergétique, et l'objectif étant, pour mieux consommer, c'est d'abord moins consommer. Donc nous avons un vrai rôle d'éducation à cette sobriété énergétique, et nous ne le faisons évidemment pas tout seul. La première des réponses, déjà, c'est de pouvoir suivre précisément, régulièrement sa consommation. Et maintenant, c'est possible parce que 34 millions de compteurs communicants Linky sont installés. Donc, c'est un des premiers leviers, c'est une des premières réponses. L'ADEME dit que en suivant sa consommation régulièrement, on peut déjà gagner jusqu'à 10% sur sa facture d'électricité. C'est également aussi faire de la pédagogie avec des associations locales, au plus proche du terrain,
Nous le faisons, nous avons signé par exemple un partenariat avec Unicité, également Stop Exclusion énergétique, qui permet de mettre en relation des jeunes en insertion professionnelle et des foyers précaires qui parlent justement de maîtrise de l'énergie, des éco-gestes. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Nous travaillons et nous sommes un membre fondateur des PIMS, les points d'information multiservices, qui sont des services publics de proximité au plus près des populations pour les aider à justement anticiper, ne pas se retrouver en défaut de paiement, ne pas pouvoir payer sa facture énergétique et essayer de maîtriser sa consommation d'énergie. Donc c'est vraiment avec vous, les maires, avec les associations locales, au plus proche du terrain que nous menons ces actions pour l'efficacité énergétique et également permettre de répondre à des situations de précarité énergétique. Alors, il y a une autre dimension, mais sur laquelle vous pouvez apporter des solutions, c'est cette électrification du parc automobile. Donc, il va falloir mettre des bornes, plus de bornes, 100 000 bornes, je crois. Donc, c'est un lourd investissement. Enedis, ce n'est pas le seul acteur, mais vous êtes en tout cas directement concerné. Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que vous pouvez agir? Et est-ce qu'on va pouvoir... Il y a un gros sujet, bien sûr, des bornes qu'on puisse d'accès libre, mais il y a les sujets des copropriétés, notamment dans le parc social, qui devient un sujet très important, parce que les gens vont plutôt se recharger, en général, la nuit quand ils sont chez eux. Alors, en effet, la mobilité électrique est un des usages qui se développe énormément et c'est un levier de décarbonation. Donc, nous l'accompagnons par le raccordement de bornes IRVE, de bornes de recharge électrique. Nous permettons également une planification pour placer ces bornes aux bons endroits avec les collectivités locales dans le cadre de schémas directeurs. Nous travaillons, comme vous le dites, avec les copropriétés pour développer une solution, ce qu'on appelle la colonne horizontale, pour aménager des bornes dans les logements collectifs. Ça, c'est un des leviers majeurs. Donc, nous sommes bien en action pour développer tous ces nouveaux usages, la transition énergétique, la transition bas carbone, parce que nous sommes un service public de la transition énergétique. Mais je voudrais aussi ajouter, comme c'est le thème de notre table ronde, que urgence climatique et urgence sociale sont indissociables pour Enedis. C'est vraiment inhérent à notre mission de service public. Nous distribuons l'électricité partout, à tout le monde, sur tous les territoires, au même tarif et au service de la solidarité de ces territoires. Nous sommes engagés évidemment dans la transition énergétique et nous avons à cœur que cette transition énergétique face à l'urgence climatique se fasse le plus rapidement possible, les bornes de véhicules électriques, etc., mais aussi le plus équitablement possible pour répondre à l'urgence sociale. Et ça, c'est extrêmement important, c'est ne laisser personne au bord du chemin, les plus vulnérables qui pourraient être justement plus concernés par cette urgence climatique, plus impactés. Et donc, ce n'est pas l'apanage non plus que des villes riches ou des populations aisées. Donc, cette dimension sociale, c'est vraiment extrêmement important et je me réjouis qu'il y ait une table ronde sur ce sujet. Et la condition indispensable de la réussite de la transition. Exactement. Alors, avec Morgane Nicole maintenant, enfin, qui travaille donc à Institute for Climate Economics. Autrefois, c'était CDC Climat un peu, donc vous avez fusionné. On est une association la 1900 qui a été cofondée par la Caisse des dépôts et l'AFD. Voilà. Donc on a un think tank qui travaille sur les enjeux... qui est un peu fille de la CDC et de l'AFD, je crois, c'est ça. C'est ça, voilà. Fondée par la CDC et l'AFD, ouais. Voilà, donc vous travaillez beaucoup sur effectivement l'impact de la transition. Et ce que vous vouliez nous dire ce matin, c'est qu'il faut repenser toutes les politiques publiques en vertu notamment de ce prisme climatique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est le cas ou insuffisamment le cas? Ouais. Peut-être avant d'arriver sur ce point, je voudrais juste prendre un petit peu de recul sur ce thème de transition, enfin le lien entre transition et justice sociale, pour se redire, ça vaut quand même le coup de le dire,
quel est le but de tout ça ? Et finalement, faire cette transition, on l'a fait pour limiter les impacts du changement climatique. Et à l'horizon, à terme, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait le moins possible d'impact du changement climatique. Or, les premiers impactés par ces impacts du changement climatique sont les populations les plus vulnérables. Ils sont déjà les populations les plus vulnérables. Donc, intrinsèquement, déjà, faire cette transition climatique, c'est intrinsèquement social. Après, on voit bien le sujet, les difficultés à terme, les difficultés de la transition, et j'y reviendrai plus tard. Mais donc, du coup, un premier sujet, et qui n'a pas été encore mentionné, c'est le sujet de l'adaptation au changement climatique. Et s'il y a bien un sujet dans la transition climatique qui est profondément social, c'est celui de l'adaptation au changement climatique. On doit, dès aujourd'hui, s'adapter aux conséquences du changement climatique. Ces conséquences sont déjà présentes aujourd'hui, et quelle que soit la trajectoire qui sera suivie, même si on a la trajectoire la plus ambitieuse qui soit, pour les 10-20 prochaines années, les impacts du changement climatique sont déjà marqués. Et donc, il faut, dans tous les cas, s'adapter au changement climatique. Pour vous donner juste un exemple sur un aléa, concernant les vagues de chaleur, si on ne prend pas en compte le confort d'été dans la rénovation qui est faite aujourd'hui des bâtiments pour la performance thermique, donc d'hiver, si on ne prend pas ça en compte, qu'est-ce que ça veut dire, notamment sur le logement social ? Ça veut dire qu'on aura potentiellement des logements qui seront invivables avec des difficultés à vivre dans ces logements en période de canicule très difficile. Et donc, et les premiers impactés seront les personnes les plus vulnérables, puisqu'on le voit, dès qu'il y a une crise, les personnes les plus riches peuvent s'échapper de la ville, s'échapper de leur logement pour aller prendre l'air ailleurs. Donc, c'est vraiment important de l'avoir en tête quand on parle de transition juste. Ensuite, en effet, tout ceci, cette question de la transition juste, pour nous, ce qui est important, c'est de se poser la question de la stratégie des finances publiques qui va avec cette transition. Mesure par mesure, objectif de transition par objectif de transition, mesure par mesure, il faut en effet se poser la question de l'accompagnement, de la pédagogie. Et en fait, tout ça, il s'agit de dépenses pour beaucoup, de ressources humaines, d'ingénierie, d'accompagnement. Et tout ceci, ce sont beaucoup portés par les collectivités et beaucoup portés par les dépenses de fonctionnement des collectivités. Et donc, c'est important de réfléchir à cette trajectoire des finances publiques. Comment est-ce qu'on se donne les moyens de faire cet accompagnement et comment on l'écrit sur une donc, période pluriannuelle. il faudrait que notre budget soit vert, en fait, si je comprends bien votre raisonnement. Alors, il faudrait que notre budget soit vert, c'est une manière de le voir. Le budget de la France. mais plus important, c'est vraiment de se poser la question, quels sont les moyens dont on a besoin, quelles sont les dépenses publiques dont on a besoin pour pouvoir réussir cette transition et avoir une trajectoire des finances publiques une programmation, une trajectoire, on appelle ça, des fois on parle de loi de programmation des finances publiques sur le climat, peu importe, mais en tout cas qu'on aille jusqu'à décliner la stratégie nationale bas carbone ou stratégie climat nationale et aussi au niveau local en des trajectoires de dépenses publiques qui permettent d'atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, on ne sait pas combien on devrait mettre sur la table pour qu'on réussisse à atteindre cet objectif. Je vous arrête une seconde, Nicolas Maillard-Rossignol, c'est très important ce que vient de dire Morgane. Est-ce qu'on fait la transition écologique à l'aveugle ? Et c'est pas dans le débat présidentiel, on va avoir des chiffrages, vous allez avoir. Non, mais vous venez de là, je mets un peu le feu au truc, 2 minutes, pas bon, mais on va passer, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va avoir des chiffrages sur des mesures X, Y, Z. On n'a pas de chiffrage sur ce que vient de nous dire Morgane Nicole, c'est le truc le plus important qui nous attend pour les 10 ans qui viennent. On a quand même des données scientifiques qui sont assez claires sur l'état de la situation. Moi, je ne veux pas rentrer dans un débat présidentiel, évidemment. Chacun connaît les affinités des uns et des autres. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que vous avez le droit d'avoir un avis. Bien sûr, je vais le donner, mais j'essaie de l'introduire d'une façon diplomatique. Vous venez de prononcer un mot très important, qui est le mot de programmation. Et dans le mot de programmation, il faut aussi dire le mot arbitrage, c'est-à-dire avoir aussi le courage de dire que si on veut effectivement changer les choses, eh bien, il y a des investissements qu'on faisait plutôt plus carbonés dans le passé, qu'il faut avoir le courage de dire qu'on ne fera plus demain. Et puis je termine par un dernier point que vous venez d'exprimer aussi, madame, et je trouve que c'est extrêmement pertinent ce que vous avez dit. La transition
elle doit être effectivement inclusive, mais cette inclusivité et cette dimension sociale, elle doit se voir dans toutes nos politiques publiques, y compris des choses très bêtes. Moi, je suis président du principal bailleur social de Rouen, ça fait à peu près 20 000 personnes, 8 000 logements. Il y a plein de logements où il n'y a même pas de volet extérieur, parce que historiquement, il n'y avait pas. Donc quand vous avez une canicule, eh ben, ici, qui n'a pas de volet extérieur chez lui? Évidemment que ça touche plutôt des personnes plus modestes. Donc oui, ce n'est pas un investissement, on n'envoie pas une fusée sur la Lune, hein, c'est des volets extérieurs. Et autre exemple, on fait avec des entreprises que je ne citerai pas, qui sont d'excellentes entreprises, des investissements pour faire des chaudières biomasse, pour aller vers du bas carbone, etc. Depuis 4-5 jours, là, à Rouen, il fait plus froid. Vous avez des gens qui n'ont pas le chauffage. Ce n'est pas lié à la chaufferie biomasse, c'est simplement lié à du fonctionnement au quotidien. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'acceptabilité de passer à du bas carbone, à de la chaufferie biomasse, à de la ZFE, à la dépollution des friches, au transport en commun plutôt que la bagnole autosoliste, elle dépend aussi de notre capacité, et j'en prends ma part, hein, bien sûr, des collectivités, de l'État, des entreprises, à être dans le social sur les politiques du quotidien, y compris sur les choses du concret du quotidien. Bon, donc il y a encore du travail. Martine Vassal, juste un mot de conclusion, parce que Jean-Christophe oui, on pourrait prend la parler suite, de ça on doit s'arrêter. pendant de nombreuses heures, parce qu'effectivement, moi je rajouterais un autre phénomène, c'est les circuits courts aussi. Donc il faut que nous poussions ces circuits courts pour que nous puissions aussi éviter des transports inutiles et ce qu'on appelle cette fameuse décarbonisation. Donc sur le reste, les collectivités territoriales, aujourd'hui, elles ont un léger petit problème. C'est un problème financier. Aujourd'hui, elles ont, notamment les villes, toutes les clauses de compétences générales, mais elles ont de moins en moins de moyens. Donc il va bien falloir à un moment qu'on réalloue les moyens là où ils sont dépensés. Voilà. Donc par exemple, et on y a travaillé avec France Urbaine, c'est eh bien de travailler sur la contribution climat-énergie et de récupérer une de ces parties pour permettre des financements d'actions au niveau de l'aide que l'on peut apporter dans le cadre du FSL, mais aussi dans le cadre de refaire les ouvrants dans les différentes maisons, parce que c'est un petit peu, c'est ça aussi. Quand nous avons aidé au niveau du département, nous donnons une prime de 3 000 € pour permettre à ce qu'on change les fenêtres et que l'énergie ne parte pas à l'extérieur, donc ne coûte pas moins cher et en plus ne pollue pas. Donc tout ça, à un moment, toutes ces politiques, elles ont un coût, et ce coût, à un moment, à force d'enlever la partie fiscale et les marges de manœuvre de fiscalité des collectivités territoriales, on va plus arriver à les financer. Donc il faut nous laisser un peu plus de liberté au niveau des collectivités territoriales. C'est ce que nous avons essayé de faire et ce que nous disons à l'ensemble des candidats qui vont se présenter à la présidence. Message bien reçu. On pourra continuer ce débat longtemps, mais on va laisser la place maintenant à Jean-Christophe Tortora. Désirabilité, comment redonner goût à la ville avec ses invités, puis le palmarès que vous attendez tous des villes les plus neutres carbone et des initiatives les plus belles de l'année sélectionnées par la Tribune. Merci beaucoup. Merci à vous.